Beka Nefer et Otep à tous les Kamao, à tous les Kemet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur la plateforme de l'Académie de la culture noire et aujourd'hui, nous recevons Yaya Kukumbi Kukikela de Bikoudi. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très, très difficile, mais cependant très important. C'est un sujet dont les racines se retrouvent dans la précédente émission. Vous pouvez aller voir pour avoir un peu le fil, pour vous y rattacher. Aujourd'hui, nous allons parler, bien, je vais juste vous lire le titre, les régimes africains pauvres sur le continent le plus riche du monde et les occidentaux riches sur le continent le plus pauvre du monde. C'est une question pour laquelle nous devons apporter des réponses en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que collectivité et en tant que race. Aujourd'hui, les Africains sont devenus des travailleurs du monde entier. Et l'on travaille, pourquoi en fait? Eh bien, pour se faire de l'argent. Mais l'argent, en fait, c'est quoi l'argent? Eh bien, l'argent, c'est une monnaie. C'est un bout de papier sur lequel on a écrit, il est écrit ou qui justifie que vous possédez de l'or. Mais cependant, les réserves des minéraux mondiales sont accumulées en Afrique du 80%. C'est-à-dire, l'Afrique en elle-même regorge et regroupe les 80% des richesses du monde. C'est-à-dire, ces richesses appartiennent aux Africains. Et par conséquent, nous devrions émettre la monnaie. Ou quiconque émet la monnaie serait à notre service, parce que c'est nous qui possédons ces ressources. Mais aujourd'hui, l'Africain est le travailleur du monde qui va partout pour trouver un travail pour lequel il sera payé un salaire. Et ce salaire justifie une minime partie de la richesse que déjà il possède. Eh bien, aujourd'hui, avec Yambi que je vais s'allier, nous allons essayer d'apporter un peu plus de lumière à ces sujets peut-être que beaucoup ne l'ont jamais regardé, ou peut-être certains l'ont fait, mais apportons aujourd'hui une clé de lecture, une clé de vision kémétique, pour essayer de porter devant des arguments qui vont nous porter à résoudre ces grands problèmes pour nous et pour les générations à venir. Bonjour Yambiko. Bonjour à tous, Beka Nefer, et je suis très contente d'être ici pour bien poser des questions et aussi venir et parler par rapport aux arguments dont on a dit. Et c'est bien dit, par exemple, quand on parle de l'Afrique, tout le monde dit que c'est le continent qui peut être vu comme un paradis sur Terre. Avec les forêts, on a de nombreuses forêts, on a des richesses telles qu'on a de nombreux lacs, de nombreuses rivières, on a de nombreuses forêts, on a de nombreux minéraux qui se trouvent dans les pays africains aussi. Et aussi, on a des pierres et beaucoup plus de... beaucoup qu'on peut parler dans le continent. Et donc, pour dire que l'Afrique est un continent pauvre, ça, c'est quand on regarde par rapport aux infrastructures et aussi à l'argent. Et il n'y a pas d'argent dans l'Afrique. Mais par contre, quand on regarde les richesses, par exemple, quand tout le monde veut aller en vacances, on part dans un espace où il y a du soleil, où il y a de la nature. On part retrouver la nature quand on veut aller dans les vacances. Et quand on part en vacances, souvent, on paye plus cher qu'on paye quand on est à la maison, bien évidemment. Donc, on dépense plus. Donc, il y a plus de valeur quand on est en vacances par rapport à quand on reste à la maison et qu'on sort. Donc, ça, c'est déjà une chose qui est très importante. Mais il y a aussi d'autres aspects par rapport à la nourriture aussi. La nourriture peut pousser facilement en Afrique et on a un continent qui est très fertile, un continent qui a des forêts que j'ai déjà mentionné, mais c'est aussi un continent qui a beaucoup de ressources qu'on utilise, des ressources, on peut voir alimentaires, on peut voir le pétrole, on peut parler de beaucoup de choses en même temps. Mais non seulement ça, c'est aussi un continent avec un patrimoine historique très, très, très riche. Donc, quand on regarde toute cette somme-là, et quand on regarde le fait que, et même une autre chose qu'on peut expliquer, c'est par exemple pendant l'esclavage, il y a des gens ils sont venus, ils ont pris les Africains pour aller construire l'Amérique. Pourquoi? C'était pas seulement
parce qu'ils avaient besoin d'esclaves ou quoi que ce soit, ou d'une main-d'œuvre gratuite, mais c'est aussi parce qu'ils avaient besoin de leur savoir-faire, parce qu'ils voulaient recréer l'Égypte en Amérique. Ouais, là, les États-Unis a été recréé, a été construit à l'image des Kemets. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc alors, on trouve bien qu'ils ont voulu avoir des personnes qui avaient cette richesse de culture, richesse aussi pour la construction, qu'ils ont alors utilisé pour non seulement construire l'Amérique, mais c'était la même chose pour les champs, par exemple, de coton. Ils ont trouvé de meilleurs moyens pour l'irrigation aussi et beaucoup d'autres inventions qu'ils ont fait quand ils se sont retrouvés en Amérique. Et ça, ce sont des informations qui ne sont pas bien diffusées. Donc, on vous montre très bien qu'on part d'un continent qui, sans pour autant avoir tout ce qu'on peut appeler comme richesse aujourd'hui, des voitures et tout, mais les vraies richesses. En fait, tout ce qui est à la source de tout ça se trouve en Afrique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir ta belle voiture que tu conduis, peu importe la marque, mais il faut bien savoir que la majeure partie de toutes les pièces qui sont faites dans ta voiture ont été prises en Afrique. Donc, ils ont pris Les matières pour lesquelles... pour faire la voiture. Donc, à la fin, quand on regarde, c'est vrai que oui, en Europe, on est riche de matières finies, mais la matière première, elle se retrouve en Afrique. Et le point de la matière première est ça, c'est que aujourd'hui, si j'ai une voiture, alors la voiture, admettons que c'est une Ford ou Renault, qui sait. Alors, la voiture, elle est là. Alors, elle peut être vendue à 20 livres, 20 000 livres, 20 000 euros, quoi que ce soit. Et les matières premières qui ont été utilisées sont vendues à beaucoup moins que la voiture. Dans 20 ans, on verra que la voiture va perdre, comment on appelle, son prix. Donc, ça va être vraiment moins cher. Ça ne sera plus de 20 000 euros. On parlera de même moins de 1 000 euros, peut-être quelques 500, 600 livres ou euros, on ne sait pas. Mais les pièces qui sont utilisées dans la voiture vont garder leur valeur. Les matières premières vont garder sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est utilisée et le prix va dépendre de l'utilisation et de l'usage et tout. Donc, c'est vraiment pour dire qu'on parle de la richesse qui se trouve chez nous. Ce sont des richesses en Afrique qui sont des richesses qui partent au-delà du test du temps et qui sont là, qui seront toujours là, que nos enfants vont trouver aussi. Oui, absolument. Et quand nous voyons ça, et je vous annonce déjà, il y aura un livre qui va sortir dès prochainement, un livre écrit par moi, dont le titre sera L'hérédité niée des Noirs. Qu'est-ce que là signifie en fait aujourd'hui? Nous notons, nous savons, tous les disent que l'Afrique est le continent les plus riches du monde. Donc, comme il y a un but qu'on fait de voir, il ne s'agit même pas des minéraux, du sol et du sous-sol. Nous parlons de l'agriculture, nous parlons de la pêche. Quand vous allez au Congo, vous allez voir que le lac Mobutu, c'est un lac qui n'a jamais été exploité. Donc, on dit, il y a des couches de poissons, des poissons qui meurent par vieillesse. Du point de vue du tourisme, on a les gorilles de la forêt équatoriale, on a les zèbres qui sont des animaux qui n'existent pas nulle part au monde. Les okapis, excusez-moi. Nous avons un soleil puissant. C'est-à-dire tout ça, malgré toute cette richesse, la richesse de l'Afrique se trouve à chaque centimètre carré. À chaque centimètre carré, c'est une richesse, c'est une valeur sans comparaison. Cependant, les Africains sont pauvres. Nous devons analyser cela. Et pourquoi? Parce que la richesse aujourd'hui est mesurée par l'argent, la monnaie. Mais la monnaie, dit-on, comme j'ai dit à l'introduction, est une mesure c'est une preuve qui dit que la personne qui a la monnaie entre ses mains possède de l'or, comme il a été fait à son introduction. Mais cependant, les États qui épriment cette monnaie, prenons le cas du franc CFA qui vient de la France, n'ont pas cet or, n'ont pas de richesses. Les richesses sont les nôtres. Si la France ou tout État européen qui devait imprimer de l'argent, en fait, il serait à notre service. Mais c'est même pas, c'est le contraire, même pire que le contraire. Nous devons quitter l'Afrique pour venir ici, apprendre et puis travailler et se faire payer en monnaie qui représente l'or qui sortent de chez nous. Ça, c'est un problème de paradigme que nous devons répondre. Nous avons les devoirs à cette génération, répondre à cette question, réaliser que aujourd'hui, la seule manière pour laquelle une personne vous donnerait des ordres dans votre maison,
vous imposant ce qu'il faut faire, vous obligeant à aller dans votre frigo, prendre de la nourriture et cuisiner pour que lui mange, c'est quand vous êtes en otage. Et quand vous êtes en otage, c'est parce que vous avez une pistolet sur la tête. Peut-être que les Africains qui nous avons été pris en otage, avec l'habitude, nous avons développé ce qu'on appelle les syndromes de... comment on appelle les syndromes où on commence à aimer son bourreau? Stockholm. On développe les syndromes de Stockholm. Alors, ce syndrome va au-delà parce qu'on oublie même qu'on a une pistolet sur la tête. Et la pistolet ressemble à un meuble. Mais cependant, la paire reste la même. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons connu quand la Libye avec le colonel Kadhafi. Moi, j'étais en Italie. Les Libyens ne venaient pas pour travailler en Italie. Et ceux qui vivaient en Italie vivaient en tant que riches parce qu'ils avaient le contrôle de leur patrimoine. C'est comme les Émirats arabes qui n'ont que du pétrole. Okay? Nous les voyons venir en Europe avec acheter des voitures à des valeurs dont on ne peut même pas dire le chiffre. On les voit louer des hôtels entiers, ils ne travaillent pas et ils n'ont que les pétroles. Les réserves du pétrole disons, je sais que je vais dire, c'est que les réserves arabiques ou les réserves du monde arabe en termes de pétrole sont inférieures à celles dont possédées par les mondes noirs. Mais au-delà de ça, nous avons les gaz naturels, nous avons les diamants, nous avons les pétroles. Mais ici, il s'agit bien, c'est comme si on vivait sous un charme pour lequel tout en état, les peuples les plus riches du monde, cette richesse des connaissances, des matières premières, est une accumulation de nos ancêtres. Les Kémètes antiques ont travaillé pendant 7000 ans pour accumuler tous ces savoirs, toute cette richesse. Et tout cela ont été mis à notre disposition pour nous commencer à continuer notre travail. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation pour étant les hommes les plus riches du monde, nous devons aller travailler chez les pauvres pour nous faire donner de la monnaie qui représente les matières dont nous sommes propriétaires. Yeah, Bigou, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, c'est vraiment un phénomène qui est très choquant parce qu'on se retrouve dans une partie où, dans un pays où vous avez de la nourriture qui pousse, je dis toujours, c'est une expérience que j'ai faite personnellement, c'est que les tomates poussaient tout seules. Ouais. Au Congo, l'agriculture du Congo, c'était genre, vous allez faire la sémence, vous semez ce que vous voulez. Et après, souvent, c'était vous rentrez à la maison et vous n'avez plus besoin de rien faire. Peut-être de venir pour venir arracher quelques petits mauvais arbres ou quoi que ce soit de temps en temps. Et après, ça poussait tout seul. Mais pour autant, c'était pas assez parce qu'on a eu un shift un changement où les personnes ne voulaient plus avoir la matière première, mais voulaient avoir l'argent. Par contre, quand on regarde la matière première, pour arriver de la matière première jusqu'à l'argent, il y a une forme de transformation. La transformation, c'est la transformation pour adapter le produit, pour que le produit puisse être commercial ou vendu, pour que le produit puisse rapporter l'argent. Alors, dans la transformation peut prendre plusieurs modes, parce que pour certains, la transformation, on veut seulement dire mettre dans un sachet, par exemple, et vendre. Alors, déjà, dans le pays, quand on se demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser du plastique pour faire la transformation de quelque chose, pour que ça puisse être vendu? Et étrangement, on retrouve que ça, c'est vrai. C'est ce que les gens ont besoin d'avoir avant d'acheter quelque chose. Deuxièmement, il y a aussi la transformation, par exemple, comme je donnais l'exemple de la voiture, il y a la voiture qui est transformée. Il y a le diamant qui devient le diamant qu'on utilise pour la bijouterie et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on veut copier ou faire partie de toute cette sorte de problématiques et tout, sans pour autant comprendre d'où viennent ces histoires ou cette transformation-là. Et pourquoi pas créer une transformation qui est proprement dit de nous-mêmes. Dans le sens, et par exemple, quand on regarde les peuples antiques qui utilisaient les monnaies avec les cowries, c'était avec les échelles et ces petits les coquilles. les coquillages, les coquilles et tout. Alors, tous ces peuples qui utilisaient ça comme monnaie
Au fait, ils ne transformaient pas le coquillage, quoi que ce soit. Bien sûr, évidemment, ça s'est arrivé plus tard. Mais c'était genre une reconnaissance que, OK, on a un patrimoine qui vient chez nous, qui est produit naturellement par la nature. On utilise ça pour une représentation quelconque d'argent. Parce que si on doit couper des arbres pour imprimer des papiers qui vont représenter une monnaie, parce que si vous regardez sur votre monnaie, peu importe si vous êtes dans quel pays, la plupart des pays aujourd'hui écrit que cette monnaie n'est pas la monnaie réelle, c'est une représentation de la monnaie réelle. Déjà que la monnaie est une représentation, on a un substitut de la représentation. La représentation de la représentation. Le secrétaire du secrétaire. Secrétaire du secrétaire. Et c'est comme ça qu'on voit comment, pour beaucoup de pays aujourd'hui, hein, et on regarde, c'est comme ça qu'il y avait une image que j'ai beaucoup aimée, qu'on avait vue, qui était passée, qui parlait par rapport aux prêts, comment l'Afrique, comment l'Afrique dépense, en fait, on voit beaucoup d'argent ou de l'argent qui s'envoie de l'Afrique, sans pour autant revoir. Parce que c'est vraiment la même chose. C'est genre, quand on met l'argent ou quand on met une valeur à tout ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que la personne qui dicte la valeur ou la personne qui donne la valeur est la personne qui devient la personne la plus riche. Peu importe qu'elle puisse avoir. Qui devient titulaire de cette richesse. Voilà, parce que c'est la personne qui décide comment se passe toutes ces affaires-là, donc il devient titulaire de tout. Et c'est comme ça que c'est très, très important de bien comprendre. Parce que souvent, beaucoup de gens vont regarder le résultat, par exemple, des 21 milliards de dollars en dette. Alors, on va regarder la somme de ça sans pour autant comprendre d'où vient le problème. Mais par contre, si on doit étudier le problème de la dette en Afrique, on doit étudier chaque pays, on va comprendre qu'il y a eu un processus d'une dette qui a été, pas seulement imposée, mais qui a été mise dans le pays de manière, je dirais pas, de manière un peu suspicieuse, parce que c'est la manière dont on regarde qu'il y a à peu près même pas très longtemps, il y a 30-40 ans, le dollar valait moins que la plupart des monnaies africaines. Et aujourd'hui, là, l'écart, elle est complètement déchaînée. Donc, ça veut dire que quand vous produisez un produit de votre pays, on dévalue votre monnaie complètement de manière que tout ce qui vient de vous est dévalué. Et en résultat, c'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui viennent en vacances et s'amusent dans votre pays. Parce qu'en fait, c'est ça les vacances. Les vacances, ce sont des personnes qui ne viennent pas forcément. Ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui viennent pour apprendre la culture. Mais une personne qui est en vacances, c'est une personne qui vient se déchaîner dans votre pays et aussi se ressourcer dans votre pays pour ensuite rentrer chez eux et travailler ou construire encore plus. Donc, les personnes peuvent faire ça avec les vacances. Et quand on regarde dans plusieurs échelles, on va voir que ça se reproduit dans beaucoup, 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 beaucoup plus d'autres échelles. À cause de la dévaluation due au fait que tellement qu'on ne prend pas en considération ou on ne sait pas comment réévaluer ce qu'on a, alors on se dit que pour avoir une valeur, on doit utiliser l'or, par exemple. On doit utiliser le pétrole, on doit utiliser le diamant. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup plus. Il y a par exemple les racines africaines qui ont des valeurs très, très fortes. Oui, le problème, c'est que depuis les débats, quand on parle de la valeur, et on se réfère toujours à la monnaie. Mm-hmm. C'est-à-dire, on traduit la valeur de choses en monnaie. Ça, c'est vrai. Or, la monnaie, c'est-à-dire, on devait calculer. La seule chose qui n'a pas de valeur. Ouais, la monnaie, c'est la seule chose qui n'a pas de valeur. Et nous, on est dans le processus mental où on prend des choses qui ont de la valeur et on transfère ces valeurs sur la monnaie. Pendant que cela, c'est une illusion. La monnaie n'a pas de valeur aussi longtemps qu'il n'y a pas de biens. Vous pouvez avoir 50 000 dollars. Avec votre 50 000 dollars, quand vous allez dans un marché vide, qu'est-ce que vous en faites? On n'en fait rien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Nous sommes ceux qui ont les biens que nous pouvons consommer. Nous pouvons en faire ce que nous en voulons. Mais cependant, nous ne prenons pas en considération cela. Nous voulons avoir de l'argent. Et cet argent-là qui est censé représenter la richesse, mais c'est la richesse qui est entre nos mains. Et c'est le mécanisme, c'est-à-dire, vous avez parlé de la colonisation. C'est avec ces mécanismes de la colonisation qu'en fait, on est rentré dans une période de prise en otage. On a été mis en otage et il s'est créé une forme de tutelle sur tout ce qui est richesse sur le continent noir. Et maintenant, nous devons réaliser, nous devons nous activer, nous poser des questions. Nous devons
remettre en question la relation, ok, la relation qui existe entre l'Occident et l'Afrique. C'est quoi la relation entre l'Occident et l'Afrique? Quelle est Moi, la relation? avant d'aller plus loin sur la relation, moi, je dirais que avant d'avoir une relation, les deux parties doivent être sains. Non, Même des je ne termes, parle pas de la relation de je la comprends bien, nature. la nature de la relation. Mais même dans les termes juridiques, par exemple, on dit pour avoir une relation, les deux parties doivent venir et doivent être saines mentalement. Donc, ils doivent savoir, je viens dans une relation, on est des adultes et c'est ce qu'on va faire, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça la relation. Mais le problème qu'on dit bien, c'est que dû au passé qu'on a eu et tout, on arrive dans un moment où on n'a plus, je pourrais dire, on n'a pas un mental sain, dans le sens où on, on ne sait pas évaluer ou valoriser ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on se pose vers l'argent. Et l'argent, ce n'est qu'une convention. Tu vois, donc c'est vraiment ça, c'est comme ça que je me dis, on peut parler de la relation, on peut parler de comment la relation est formée. Mais une question que je me pose souvent, c'est que parce qu'on n'a pas été en mesure de recréer nos propres conventions, alors on devient victime des conventions des autres. Les autres. Je donne un exemple encore, pardon, avant de redonner la parole. C'est par exemple quand on compte de 1 jusqu'à 9, par exemple, alors tous ces chiffres sont des conventions. Ouais. Tous ces chiffres sont des conventions. Toutes les lettres qu'on utilise pour parler sont des conventions. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît, il doit aller à l'école pour qu'on puisse lui apprendre les conventions qui ont été acceptées par un certain nombre de personnes qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est pas la réalité. Ça peut être écrit de 1000 manières, mais on choisit une convention que tout le monde va utiliser pour que tout le monde peut être en mesure C'est à ce moment-là qu'on parle des traditions de culture. de culture. Chaque culture a un conditionnement, un prisme différent. Voilà. Donc, si on demande de compter le nombre de voitures, on dit, par exemple, il y a qu'une seule voiture. Donc, on a une chose devant moi. Donc, je vois une voiture, donc je vois une chose devant moi. Ça, c'est faux parce que dans la voiture, il y a tellement trop de pièces qui font la voiture. Alors, la voiture est un ensemble de choses. Il ne peut pas être un. Il n'est pas un. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, on ne peut pas parler d'une seule chose parce qu'on parle d'un ensemble de choses aussi. Et c'est comme ça que pour beaucoup de peuples, par exemple, on ne parle pas d'une personne. On parle de la totalité. On parle toujours en pluriel parce qu'on se rend compte que même pour la personne est un ensemble de choses. Il est ensemble. Il y a des millions et des millions de cellules en lui. Voilà. Des natures différentes. Voilà. Donc, c'est un ensemble. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le point que je voulais donner par rapport à la richesse. C'est comment on regarde notre richesse. Parce que si on regarde la richesse par rapport et nos relations par rapport au prisme et la culture des autres, alors on fait une erreur grave. Ouais, c'est ça. Notre grand travail, c'est celui de réintroduire une manière de voir les choses qui soit complètement qui soit africaine. C'est-à-dire, quand on dit africaine, on a AF qui signifie notre chair, la chair noire. On a Ra qui est le soleil, et puis on a Ka qui est l'âme noire. Ici, en réalité, quand vous parlez de voir les choses à travers les yeux africains, c'est comme ça, j'apporte je pense qu'en nous voyant en termes de richesse, va nous remettre à sérieux parce que nous avons connu Mansa Musa. Mansa Musa était l'homme le plus riche du monde. Okay? Il n'a jamais été évalué en millions de dollars. Il a été évalué en termes d'or. C'est comme ça, par exemple, nous, en tant que dans le monde noir, nous n'avons pas besoin de banques monétaires. Nous n'avons pas besoin de banques monétaires avec des mesures fiscales. Non, nous avons nous avons besoin de banques de trésors. Nous avons besoin de banques de l'or, où on fait les dépôts de l'or. On a besoin de banques du pétrole. On a besoin de banques des diamants qui sont sur les territoires. C'est ainsi qu'en ce moment-là, nous allons voir que chaque enfant, normalement, chaque enfant africain qui naît doit déjà avoir sur son compte déposé, par exemple, 100 kilos d'or. Okay? Parce que l'or, l'or, comme beaucoup de matières, ne perd pas de valeur. Quand tu as 100 kilos d'or déposé en ton nom et qu'il vaille, par exemple, $1 million aujourd'hui, en 18 ans, il va valoir $1 billion parce qu'il ne perd pas de valeur et son valeur ne peut augmenter. Ça, c'est la nature de l'or. Ça, c'est la nature des ressources minières du sol et du sous-sol. Mais c'est ce dont nous avons. C'est ce dont nous avons. C'est ce qui nous appartient. C'est-à-dire, nous sommes, si Mansa Musa était l'homme le plus riche du monde, nous aujourd'hui, par rapport au temps où Mansa Musa a vécu, nous sommes les hommes et les femmes
ou je dirais encore mieux, les femmes et les hommes les plus riches du monde. Aujourd'hui, aucun noir ne devait se présenter dans aucun continent pour aller travailler. Pourquoi? Parce que nous avons ces dons, ce qui crée, qui dynamise l'économie. L'économie est dynamisée par les ressources. Nous avons les ressources. Et donc, à ces jours, il n'y a aucun noir qui devait travailler. Mais cependant, nous voyons des noirs qui vont se faire 1000 sauts pour arriver en Europe et se faire donner un petit bénéfice de 90 livres sterling par mois, par enfant ou par mois ou qu'en sais-je. Vous recevez 200 euros de bénéfices par mois et vous vous sentez les meilleurs, même quand ils arrivent en 1000. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous avez la valeur de millions de dollars sur vous. C'est-à-dire en termes, ici je vais parler en plus en termes d'or. Telle est la nature de notre richesse. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à défendre. Quand nous parlons de défendre notre terre, mais avec notre terre arrivent ces richesses du sol et du sous-sol, notre identité. Mais encore, là je rejoins encore ce que vous avez dit, nous ne pouvons pas accéder à notre héritage aussi longtemps que nous fonctionnons avec un prisme occidental. Parce que fonctionnant avec les prismes occidentaux, nous devenons les prisonniers. Nous sommes pris en otage par ces mondes-là. Étant pris en otage par ces mondes-là, eh bien, nous avons les richesses de l'Afrique interdites aux Africains. Nous n'en avons pas accès. Et par conséquent, avant nous étions esclaves, maintenant nous devons travailler pour gagner notre vie. Qu'est-ce que nos ancêtres, souvent on dit, non, écoute, les Africains, les parents n'ont pas travaillé parce qu'ils n'ont pas de système sanitaire, ils n'ont pas. Mais écoute, nos ancêtres ont travaillé pendant 7000 ans dans la vallée du Nil, dans la vallée des Happy Valley. C'est pendant 7000 ans pour créer toute la richesse, toutes les connaissances, toutes les moyens, toutes les technologies qui ont servi au monde occidental pour se développer. Avec tous ces grands bagages de richesse, nous n'avons pas besoin de travailler. Nous avons vu les fils du colonel Kadhafi qui faisait Salim qui jouait le football en Italie. Il aimait le football, il jouait le football, mais ce n'était pas pour se faire payer. C'était parce que il aimait ça. Il était un sportif et il jouait en Italie. Ce n'était pas pour de l'argent. Telle devait être la condition de tout fille et fils noirs aujourd'hui, en 2018. Travailler pour créer et non pour de l'argent, parce que nos ancêtres ont garanti cela pour nous. Mais voici, nous nous retrouvons au bas des échelles, à la travailler pour débarquer les lunaires, pendant que toutes les richesses qui constituent notre héritage est toujours présente. Ça n'a pas évaporé. Ils sont là. Et c'est ici que nous devons travailler. C'est ainsi que nous devons répondre. Nous devons répondre aux générations suivantes ces questions. Nous devons nous répondre nous-mêmes ces questions. Comment pouvons-nous être les pauvres pendant que nous avons un héritage énorme? Comment pouvons-nous aller travailler chez les Wazungu pour se faire payer avec des petites sommes qui représentent les graines des diamants, des graines d'or que nous possédions déjà? Comment en sommes-nous arrivés à cela? Comment sommes-nous arrivés à cela? Parce que l'Afrique en soi reste toujours riche aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Quelqu'un dira, on a l'esclavage, prise en otage, la colonisation. Mais oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui continue de nous dire? Qu'est-ce qui nous empêche de renverser la situation? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de réclamer ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire non, assez, c'est assez? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre toute l'hérédité niée aux Noirs? Tous ces torts que vous voyez là, et ceci n'est qu'un exemple. Des millions et des millions et des millions sont exploités chaque jour. Le sous-sol africain, c'est une réserve infinie de minéraux.
Comment pouvez-vous justifier que nous soyons pauvres? Ça, c'est la question que je pose à tout un chacun d'entre vous. Et à chers les jeunes, allez poser à vos parents. Demandez-leur de vous expliquer par quelle magie, par quelle manipulation, ou disons par quelle logique, nous aujourd'hui devons nous travailler. Nous rompre la colonne vertébrale. Faire les travaux les plus inutiles au monde pour avoir des miettes pour lesquelles survivre. Pas vivre, survivre. Ou je dirais encore, parce que survivre, c'est au-dessus de la vie. Moi, je parlerais plutôt de sous-vivre. Pour sous-vivre. Pendant que l'hérédité la plus puissante du monde nous appartient. Notre sol regorge des richesses les plus puissantes. Nous avons l'or, les manganèses, les pétroles, les gaz naturels. On a les soleils, on a les cours d'eau les plus puissants du monde, on a les forêts les plus puissantes du monde, on a l'alimentation la plus puissante du monde. En termes de minéraux, nous sommes calés. Mais cependant, nous vivons dans la pauvreté. Nous devons réaliser cela. Nous devons non seulement réaliser cela, mais nous poser des questions sur cela. Et nous devons apprendre à regarder le monde avec des yeux différents, non plus en termes d'argent, mais en termes de richesse. Il ne faut pas vous demander, mais la prochaine mois, combien de dollars je mets en poche? Non. Les dollars, ça n'existe pas chez toi. Ça vient des États-Unis. Les francs CFA, ça vient de la France. Ce n'est pas produit chez toi. À chacun les siens. N'occupe-toi de soi, occupe-toi de l'or que tu as chez toi. Occupe-toi des diamants que tu as chez toi. C'est combien de grammes de diamants tu as chez toi. C'est combien de lingots d'or tu as chez toi. En raisonnant de cette manière, nous aurons une même mise, un contrôle des yeux ouverts sur ce qui est notre richesse. C'est en ce moment les autres peuvent venir traiter de toute manière. Pour acheter sur les marchés internationaux, je peux acheter ou en utilisant la monnaie ou je peux directement acheter avec mon or. Je ne vois pas combien de personnes, quand j'ai besoin d'un vélo, je vais acheter par exemple des computers de la Chine. Si je leur dis, écoute, je vous payerai un lingot d'or, je ne leur vois pas dire non, on préfère les dollars américains, absolument pas. Ou si on a besoin d'affaires, du commerce avec la Russie ou n'importe quel État, on ne leur voit pas dire, écoute, nous on vous paye directement en diamant, et ils vont nous dire non, nous on préfère l'euro ou la livre sterling. Non. Pourquoi devons-nous aller toujours rechercher, nous projeter vers des réalités, aller rechercher de l'argent qui nous met dans des difficultés? Eh bien, nous n'avons pas d'argent parce que c'est lui qui a l'argent, a besoin de l'or. C'est lui qui doit venir chez nous prendre l'or. C'est lui qui a besoin des diamants. Afin, pour produire ces monnaies-là, il a besoin des arbres. Encore une fois, même pour produire ces monnaies, il doit venir chez nous. Nous devons apprendre la tutelle de nos richesses. Mais pour cela, nous devons apprendre à penser comme des vrais Africains. Nous devons nous transformer de l'intérieur, sortir de l'état de l'otage, parce que les fusils qu'on nous pointe sur la tête n'a plus de balles. Nous sommes tout simplement effrayés. Nous devons sortir de ces paradigmes qui nous ont battus pendant longtemps, mais aujourd'hui, ils n'ont plus le pouvoir de nous battre. Ils n'en ont pas. C'est un serpent mort. Le serpent, même quand il est mort, il effraie. Mais la vérité, c'est qu'elle est morte. Il est mort. Nous devons nous débarrasser de cette tension, de cette prise que nous avions, parce que c'est la personne qui met la prise n'a plus la force. Il a vieilli, il est mort. Et nous devons réclamer tout notre héritage. Telle est la nature de l'émission que nous avons voulu faire aujourd'hui, l'hérédité perdue de la richesse de l'Afrique interdite aux Africains, l'hérédité niée aux Noirs, pour lesquels je vous promets dans les prochains mois, il y aura un livre, pas un grand livre, un petit livre de 50-60 pages qui vont vous conduire à travers pas un mécanisme d'apprentissage, mais des arguments qui vont nous aider à comprendre la réalité et surtout des arguments qui vont
nous aider dans cette lutte de la reprise de notre identité, de la reprise du contrôle de notre monde, de nos richesses, de notre vie, de tout ce qui est nous, de tout ce qui est kémétique, de tout ce qui est noir. Je vais finir ici, je m'arrête ici, je remets les paroles à Mikou pour pour les mots de la fin ou la conclusion. Donc alors, moi, ce que j'allais dire, juste pour conclure, c'est que nous devons vraiment repenser notre relation avec d'autres peuples. Et non seulement ça, mais nous devons vraiment, vraiment trouver les informations nécessaires pour savoir ce que nous sommes en train de faire et savoir où nous sommes en train d'aller aussi, parce que c'est très important. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, dans nos milieux, on trouve toujours des personnes qui pensent qu'ils sont les premiers à faire un mouvement. Mais il faut vraiment faire le nécessaire pour identifier ceux qui ont fait le mouvement avant nous, ceux qui ont même échoué, ceux qui ont fait même pour le commencement. Pourquoi? Parce qu'en regardant ça, on peut beaucoup apprendre des échecs et aussi de ceux qui ont eu un très bon succès aussi en faisant ce que vous allez débarquer. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, on se dit que non, c'est la première fois qu'on pense de cette manière, mais souvent, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que les Africains ils arrivent en Europe et tout. C'est pas la première fois. L'histoire montre qu'il y a eu plusieurs mouvements migratoires, par exemple, mais l'histoire montre aussi qu'il y a eu plusieurs essais de faire des business, par exemple, en Afrique, en Amérique aussi. Des business noirs. Là, je parle de Little Africa en Amérique, où les Noirs ont créé un système financier pour eux qui a très bien fonctionné jusqu'à ce que ça a été détruit forcément. Ouais. Et donc, pourquoi je ne dis pas plus pour cette histoire, c'est parce qu'on doit bien évidemment apprendre nous-mêmes, mais aussi comprendre que s'il y a une situation qu'on trouve qui n'est pas ce qu'elle doit être, c'est à nous d'aller nous instruire pour avoir plus d'informations, pour comprendre justement, au lieu de juger les autres, au lieu de dire que ce que les autres sont en train de faire n'est pas bon, c'est important qu'on puisse essayer d'avoir le plus d'informations possible parce que n'oublions pas, il y a un proverbe en anglais qui dit que l'histoire du cheval qui a gagné la course n'est jamais écrite. Absolument. Parce qu'on écoute toujours l'histoire du jockey, on n'écoute jamais l'histoire du cheval qui a gagné la course. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment chercher pour trouver une sorte d'histoire qui va parler justement pour le cheval. Ou encore, il faut essayer de regarder le cheval pour comprendre son histoire. Et c'est comme ça que moi, j'invite beaucoup tout le monde à faire plus de recherches, à trouver plus d'informations. Et je suis vraiment contente d'être ici et j'espère que toutes ces informations pourront nous aider tout d'abord à nous développer de notre manière, mais aussi pourront nous aider à nous valoriser. Je pense que nous valoriser, c'est le plus important, car en nous valorisant... Nous révaloriser. Justement. En faisant ça, nous aurons la possibilité on aura la possibilité d'être là d'abord et de participer au développement de notre monde, de participer à notre propre développement aussi. Voilà. Douat Yaya Mbikou, et merci d'avoir été avec nous sur le plateau de l'Académie de la culture noire. Et je ne finirai pas, nous n'allons pas conclure sans dire Douat à notre aîné, le Shemhem, Tepi, Mfundisi Jutim Ka Andrew Hassan Salim Ka Salim, Douat à Babaérou, Douat à tout ce qui nous soutiennent, à tout ce qui participe aux activités de l'Académie de la culture noire, Douat au Seine Makassi, Douat au Seine Tezo à Londres, et Douat c'est tous qui sont avec nous. Comme d'habitude, nous allons pas finir, nous allons conclure cette transmission en nous retournant vers Neb Ercher et en prononçant les paroles de la langue originelle de nos ancêtres, de la langue qui a été appelée les hiéroglyphes, la langue que nous appelons les Medu Netcher et Untu Nkara, qui nous reconnecte directement à la source en disant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Aou Kwaoura Manketipa Erura. C'est en prononçant la langue de nos ancêtres de la manière
beaucoup elle a été parlée en empilant nos ancêtres de la manière pour laquelle ils s'appelaient, que nous invitons et nous nous reconnectons plutôt à la mémoire ancestrale. Cette mémoire ancestrale va nous fournir les instruments et les moyens de commencer à voir le monde avec les yeux d'un vrai kémite. Merci pour avoir été avec nous. Merci de votre contribution. Vous savez où nous connecter. Nous sommes toujours là au sein de l'Académie de la culture noire. Nous vous invitons à partager beaucoup ces vidéos, à faire de nos frères et sœurs parce que nous avons une urgence. Et pour ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit dernièrement et récemment, nous avons ouvert les portes. Nous sommes dans la période d'inscription au sein de l'Académie de la culture noire pour un cours de formation qui crée des missionnaires. Les missionnaires qui sont des guerriers et des guérisseurs. Parce qu'en premier lieu, nous devons défendre, nous devons répandre notre territoire, notre richesse. Nous devons guérir nos frères et sœurs et notre terre. Et nous le faisons avec la science, mais pas n'importe quelle science. La science, la connaissance et les lois que nos ancêtres ont découvert. La loi, nous nous reportons à Mahat, parce que nous devons être des Mahakeru, les justes des paroles, les justes des cœurs pour pouvoir aboutir à ce travail, pour contribuer à la renaissance du monde kémétique. Nous voyons aujourd'hui le monde arabe qui ne travaillent pas, qui sont riches seulement avec le pétrole. Et même quand nous parlons en termes de richesse, les Émirats arabes, tous ces grands pays, ils n'ont que le pétrole. Et leur quantité de pétrole est la minime. Et nous, par contre, nous avons les réserves les plus grandes. Donc, il est une intention, il est aujourd'hui un grand travail de reconstruction que nous sommes appelés à faire. Un grand travail de réveil. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous enviez les autres, vous appartient déjà. Vous êtes l'homme le plus riche. Vous êtes les mendiants assis sur une chaise d'or, pendant qu'il prétend que les passants lui jettent quelques morceaux de pain, quelques petites monnaies de cuivre ou de cobalt. Mais vous les faites, nous les faisions assis sur une chaise en or. Eh bien, les générations passées de nos parents, pour ne pas ainsi mettre nos ancêtres dedans, ont vécu avec les yeux fermés. Ils ont été des mendiants excellents, assis sur des trônes complètement en or. Ils sont morts de faim. Ils sont morts dans la pauvreté. Et puis enterrés dans des cercueils d'or. Pendant toute leur vie, ils ont vécu dans des châteaux pleins de richesses. Mais ils avaient dans le cœur la quête d'aller vers l'Occident chercher une richesse. Chose qu'ils n'ont pas pu avoir, parce que la richesse, c'est eux qui les possèdent. Aujourd'hui, nous autres, nous avons les yeux ouverts. Et l'oppresseur est vieux, il est malade. Il a perdu toute sa force. Il est désespéré. Il est confus. Essaye de jeter la confusion aussi entre nous. Nous ne devons pas nous décomposer. Nous ne devons pas laisser cours à cette confusion, à cette bassesse. Non, nous devons nous reprendre notre identité. Nous devons nous recalibrer. Et nous devons reconnaître que toutes les richesses du monde sont les nôtres. Mais 80% du monde sont les nôtres. Et en tant que tel, nous ne sommes pas intitulés à aller travailler nulle part. Nous sommes tous des Mansa Moussa. On est des Mansa Moussa. Anouk Mansa Moussa. Nazali Mansa Moussa. Ouna Mansa Moussa. Mounokele Mansa Moussa. Nous devons réaliser cela. Nous sommes riches en cobalt, en or, en diamant, en pétrole, en gaz naturel, en fruits et légumes de la terre. Et nous n'avons pas à aller travailler chez les autres. C'est plutôt les autres qui doivent venir travailler chez nous. Doit Amonra.